Donc on va commencer. Déjà merci voilà, de nous laisser l'opportunité à tous les organisateurs et voilà, de nous laisser l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui. Voilà, ça nous touche beaucoup. Le but de cette présentation est de vous faire un retour d'expérience de cette année passée au sein de Mediapart. Euh, Au cours de laquelle on a mis en place une refonte d'architecture de la galaxie de sites web. Et donc le but, donc voilà, on est passé en fait d'une architecture monolithique basée sur un Drupal 6 à une architecture plus souple sur des microservices de type Elasticsearch, RabbitMQ et Symfony 2. Donc ce sont des architectures que maintenant tout le monde connaît, qui sont bien documentées. Par exemple, il en a un peu parlé Thibaut tout à l'heure. Donc en fait, on va pas vraiment parler de technique. On va plutôt parler de qu'est-ce qui a causé le problème à la base et comment on a essayé de le résoudre. Donc ce n'est pas Drupal qui a causé le problème, au même titre que ce n'est pas Symfony qui a apporté la solution magique, mais c'est un écosystème qui a amené le fait que le Drupal se pourrisse au fur et à mesure, à créer une situation malsaine. Et donc, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour retourner cette situation et faire que ce soit à peu près correct. Donc c'est ça le sujet de cette conférence. Voilà. Si tu peux... Donc, Mediapart, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un site d'information participatif dont l'objet est à la fois d'écrire de l'actualité, de faire des enquêtes, et c'est un pure player qui ne vit que de ses abonnés, des abonnements qu'il génère. Il n'y a pas du tout de publicité. Donc voilà, c'est pour vous faire aussi un petit pitch sur tout ça. Je crois que t'es... Yes. Allô? Super. Donc, voilà, ça m'a un peu coupé. Donc l'idée, c'est que l'année dernière, Mediapart avait 6 ans. Et c'est un moment charnière pour la vie de l'entreprise, dans la mesure où on a passé un cap de croissance. C'est-à-dire qu'on était sur un mode de fonctionnement similaire à une start-up, à une petite entreprise très dynamique. Voilà. Et à force de croissance, voilà, on est passé à à une stature de petites et moyennes entreprises. Donc voilà. Donc l'objet de cette présentation, c'est de vous expliquer comment, en travaillant au quotidien, on a fait en sorte d'accompagner cette croissance au niveau technique. Ou ne pas accompagner la croissance. On va voir. Voilà. Donc du coup, l'équipe technique à ce moment-là, c'était 4 développeurs et un DSI. Et le problème, c'est que l'équipe technique a scalé en nombre, mais pas du tout réfléchi sur qui était chargé de faire quoi. Donc on se retrouve, l'intégralité de la technique, c'est des développeurs. Et donc la technique est chargée de réparer les imprimantes, de configurer les téléphones, de débloquer des trucs, de plein de choses. Donc en fait, on est dans une logique, si tu peux changer, où tous les développeurs, voilà, la technique est un mot qui regroupe toutes les actions techniques de l'entreprise. Donc voilà, il n'est pas rare effectivement de se faire happer dans le tourbillon du service, de ce que devrait faire un service informatique, et du coup d'interrompre brutalement son développement pour pouvoir dépanner quelqu'un sur un ordinateur, ou prêter un logiciel, ou prêter un ordinateur de reportage, ou voilà. Donc c'est vraiment problématique parce que naturellement l'équipe technique ne se sent pas valorisée dans son rôle, parce que la plupart sont que développeurs. Enfin, que développeurs, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais la plupart ont un statut de développeur et ne sont pas du tout d'accord pour aller dépanner voilà, sur des problématiques d'informatique interne. Donc ça crée de l'usure au sein de l'équipe technique, et ça crée aussi de l'usure au sein des différents métiers,
parce qu'on résout des problèmes sans forcément en trouver la source, dans la mesure où voilà, on n'a pas forcément nécessairement les compétences pour proposer des solutions ou apporter des solutions pérennisées, quoi. Voilà. Donc la loi de Conway nous dit que tout logiciel reflète l'organisation qu'il a créée. Donc là, on a une équipe qui se comporte et qui est traitée comme un monolithe. Donc on vient de le dire, il y a beaucoup d'usure, et donc du coup, quand on est usé au quotidien et qu'on se fait déranger en permanence, on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps de se dire, bah tiens, je vais refaire l'architecture et je vais essayer de faire les choses proprement cette fois. Non, parce que bah, un problème va arriver, et en fait, ça pousse à chacun réfléchir pour sa part, mais pas vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, on se retrouve avec un gros monolithe. Donc encore une fois, c'est pas Drupal qui pose le problème, parce que Drupal. Donc on se retrouve avec le journal, le club, toute la partie participative. On a tout le back-office qui est quand même un gros machin, une grosse usine pour pouvoir générer du contenu bien léché. On a plein de web services, plein d'exports de PDF, des exports d'e-pub, un million de choses. Au-dessus de ça, on a des problèmes de performance parce que mine de rien, on a dit le journal commence à exploser à ce moment-là. Enfin, il y a quelques grosses affaires qui font que le nombre augmente. Donc on a des problèmes de performance. Donc comme il y a des problèmes de performance sur un site qui commence à grossir, ils vont micro-optimiser à plein d'endroits pour essayer d'optimiser, mettre des pseudo-caches. Du coup, on se retrouve avec des conflits de caches, avec des trucs complètement habitables. Du coup, ce n'est plus maintenable. Donc là, on a par exemple vu des situations où un export d'e-pub qui prend un peu de temps bloque, casse un peu la génération des CSS JS à la volée qui est faite par l'outil. Et donc du coup, on se retrouve avec un site sans CSS à cause d'une génération d'e-pub. Mais des trucs complètement what the fuck qui arrivent et qui vraiment... pourquoi cette fois-ci ça a cassé? Les métiers réfléchissent à qu'est-ce qui a causé cette situation, du coup ils se remettent en cause, alors qu'en fait, c'est juste que bah voilà, ça casse. En fait, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que au commencement, le Drupal qui a servi de base à cette mise en place était pas pourri, quoi. C'était un Drupal installé traditionnellement qui, voilà. Le fait est qu'on a rajouté des briques et rajouté des briques sans prendre de recul sur à la fois l'architecture, à la fois la maintenance du code, à la fois juste une prise de recul pour remettre un petit peu les cadres autour de la mise en place technique qui régit notre projet. Et voilà, c'est ce qui a entraîné en fait cet état de fait d'avoir des briques qui ont chacun un rôle identifié, mais qui ont une telle implication les unes entre les autres qu'on a un quotidien qui est régi par les bugs. En fait. Et les bugs, la régression, voilà, la perte de confiance, parce que c'est vraiment un cercle vicieux, parce que du coup, donc déjà ils sont dérangés au quotidien les développeurs, du coup ils font du code un peu moins de bonne qualité, qui s'incrémente au fur et à mesure dans la mauvaise qualité, du coup les métiers n'ont plus confiance en eux, chaque fois qu'ils ajoutent quelque chose, ça recasse quelque chose d'autre. En fait, on est vraiment dans un cercle vicieux qui, à chaque fois qu'on pousse une modification, on a une pile de 30 bugs qui sont nouveaux et qui arrivent. Et c'est constamment ça. On a une bug list en to-do qui est complètement qui est abyssale. Et du coup, on n'a plus aucune perspective de se dire on va pouvoir construire quelque chose. C'est juste, on va mettre du plâtre et prier et mettre du plâtre et puis reprier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques, ça s'appelle la dette technique. Voilà. Donc, ce monde est sans avenir, c'est un peu l'état d'esprit de l'équipe technique d'alors, mais pas que, parce que la technique n'est pas la seule à subir cet état de fait. On plonge l'entreprise petit à petit dans un immobilisme latent qui pose de vrais problèmes en termes de facteurs concurrentiels pour l'entreprise et qui de fait oblige l'entreprise et représente un risque pour l'entreprise. Donc voilà, donc on essaye bien que le recul soit là, qu'on voit que ça ne marche pas, il nous faut trouver une solution qui nous permette d'inverser la tendance. Et c'est là qu'on a décidé de mettre en place un électrochoc. Donc on en profite pour se présenter. Étienne était alors l'intégrateur sur le projet, donc il ne faisait pas du tout de PHP, il n'en fait toujours pas.
Le DSI, à ce moment-là, décide de partir un peu sur un constat d'échec où il n'arrive plus à faire évoluer la machine comme il veut. Donc, du coup, il s'en va et il passe la main à Étienne, qui devient donc le nouveau responsable technique. Alors, Bastien est donc voilà, expert web chez Joli Code. Pendant le départ du DSI, on discutait déjà la mise en place d'une nouvelle façon de percevoir un petit peu les problématiques auxquelles on était confronté. Et c'est comme un accord qu'on a décidé avec l'ancien DSI de faire appel à Bastien pour nous accompagner sur la mise en place d'une nouvelle architecture qui pourrait contribuer à nous sortir de ce marasme. Officiellement, c'était pour passer de Drupal 6 à Drupal 7. Officiellement. Mais voilà, on a choisi d'autres voies. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que le besoin exprimé était de passer de Drupal 6 à Drupal 7 pour se dire « Ah, on va améliorer la technique ». Et en fait, c'était pas du tout l'objet, parce qu'en fait, aucune motivation dans l'entreprise tendait vers Drupal. Il n'y a rien qui allait. Donc du coup, on a essayé de monter un nouveau projet qui était à la fois ambitieux, accrocheur et pertinent, pour essayer de vendre à la fois à la direction et aux équipes techniques une porte de sortie, un projet pour faire que ça avance. Et donc c'est vraiment le côté électrochoc là-dedans, c'est aussi, ça induit une certaine prise de risque, comme vous l'avez vu sur la slide précédente avec la petite fille qui a les cheveux ébouriffés. Ça implique de prendre des risques. Donc c'est aussi ce qui est très important, c'est que pour se sortir d'une telle situation, on est obligé de prendre des risques. On est obligé de consacrer du temps, de l'énergie à la mise en place d'un renouveau, d'une sorte de renouveau. Voilà. Donc, on présente ce projet à la fois aux développeurs et aux équipes dirigeantes. Et alors là, contre toute attente, nous on pensait qu'on se prendrait un gros retour de volée de la part de la direction, parce que, enfin, on avait conscience que le projet était un peu énorme et qu'il allait impliquer des sorties d'argent et de l'investissement. Et en fait, eux étaient complètement ravis d'entendre notre proposition, parce que c'est vraiment les premiers concernés par l'immobilisme technique dans lequel on était. Et ils avaient conscience de ça, ils le voyaient, c'est juste qu'ils ne l'exprimaient pas forcément avec des mots techniques et qu'ils ne savaient pas comment le synthétiser. Donc, il ne savait pas quel moyen enclencher, voilà, pour sans froisser les personnalités qui étaient présentes, quoi. C'est ça. Donc ils ont vraiment pris ça comme un soulagement, et ils ont été voilà, vraiment derrière nous pour la mise en place de tout ça. Et l'autre point de paradoxe, c'est comment a reçu l'équipe technique cette proposition. Eh bien, très mal, en fait, parce que ça n'a pas du tout créé l'adhésion au sein de l'équipe technique. Et on s'est vu voilà, regretter le départ de 2 développeurs au sein de l'équipe. Il faut savoir qu'à cette période-là, on était 4 au sein de l'équipe technique, donc un DSI, 2 développeurs et moi. Et donc le DSI part, non, on était 5, pardon. Donc le DSI part, on a 2 développeurs qui partent et on se retrouve plus qu'à 2. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, ce qui était déjà difficile à 5, forcément à 2, c'est impossible. Donc du coup, avantage de l'inconvénient, on peut un peu se permettre de dire, de toute manière, on peut pas, donc on va pas y arriver, hein. Donc du coup, on met en jachère le projet. Donc une mise en jachère, enfin ce qu'on entend par le terme mise en jachère, c'est exactement comme dans l'agriculture, c'est en gros temporiser pour permettre à la terre de se ressourcer et avoir une meilleure production, mais plus tard. En fait, c'est exactement le principe qu'on a mis en place, c'est que on a décidé de ne pas embaucher, voilà, parce qu'il fallait faire retomber les tensions humaines, parce qu'il fallait qu'on construise aussi un projet collectif, donc qu'on puisse le mettre sur papier, qu'on puisse le vendre aussi et être sûr que c'était le bon chemin à emprunter, et il fallait qu'on puisse se concentrer aussi sur le projet. Donc si on commençait à embaucher, on était dans une
tel marasme qu'on savait que de toute façon, les gens embauchés à l'heure actuelle ne seraient pas forcément les bons profils et en plus seraient sollicités pour résoudre du bug. Allô? Allô? Donc à ce moment-là, il nous faut du coup des moutons à 5 pattes, exactement les mêmes qu'avant, parce que du coup, il nous faut quelqu'un qui est capable de faire du Drupal, de faire de nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place, qu'on va parler tout à l'heure. Il faut encore qu'il sache encore s'occuper des imprimantes, etc. Et en plus, il connaît rien du tout au métier. Donc là, ce profil-là, pour l'instant, n'existe pas. Et je pense vraiment qu'il est difficile à obtenir. Donc du coup, on le cherche même pas. Et on en profite aussi pour créer un nouveau projet et de se dire que tout l'existant, les 2000 et quelques bugs là, on s'en fout, on les met sous le tapis et on gérera que ce qui est vraiment, vraiment, vraiment prioritaire qui viendra. Et là, par magie, on se rend compte que tout le cycle de bugs, de régression qu'on avait tout le temps avant, là, comme on code plus rien, en fait, on a plus de, on code plus. Du coup, il n'y a pas de bug fixe. Du coup, il n'y a pas de régression, en fait. Du coup, on stabilise la plateforme en fait connaissant les bugs qui nous gênent vraiment. Et en fait, on se rend compte, on fait plus rien. La plateforme tourne encore maintenant, d'ailleurs, plus d'un an après, tourne sur l'existant, un peu en jachère, et le site fonctionne. Il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Oui, c'est bon. Donc, voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de la mise en jachère. Ce qui est vraiment, vraiment important de comprendre aussi, c'est que... Je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Merci. Désolé. Et donc, ce qui je vais arrêter avec cette télécommande. Important de comprendre aussi, c'est que, paradoxalement, l'immobilisme nous a aidés. Parce que cette manière de dire nous ne ferons rien, on a passé un contrat avec les métiers, ça s'est pas fait n'importe comment, des discussions, des accords, et on a passé le contrat suivant qui est de dire on ne traite que du bug bloquant et critique, et le reste on le met de côté. Voilà, et puis on le jette. Et du coup, de fait, on est arrivé dans une logique où on avait du temps à la fois pour se concentrer sur la construction de l'impulsion qu'on souhaitait donner à l'équipe technique chez Mediapart et la construction du projet de migration qu'on avait entre eux. Donc là, pour résoudre les problèmes d'infrastructure, je rappelle que le projet, c'est de recréer une vélocité pour un projet web. Donc le premier recrutement qu'on fait n'est pas un développeur web, mais c'est un responsable infrastructure. Du coup, d'informatique interne. Du coup, c'est une personne très difficile à trouver, donc on a mis quand même pas mal de mois à l'obtenir. Et du coup, cette personne-là est venue stabiliser tous les problèmes de fond d'imprimante, des trucs pénibles pour nous. Donc ça a stabilisé tous ces problèmes-là. Et en fait, du coup, nous, on a gagné en confiance avec les équipes métiers parce qu'on leur a résolu leurs problèmes. Eux, en fait, ils s'en foutent, le web, pas le web, etc. Enfin, c'est le même problème, c'est la technique. Donc on leur résout leurs problèmes et du coup, ça nous donne plus de temps pour régler vraiment les sources. Allô? 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 Ah, là, ça marche. Allô? Donc, tout ça pour dire que effectivement, avoir du temps, c'est important. Mais pour autant, c'est pas le seul avantage que la mise en jachère nous a permise, et c'est pas non plus le seul avantage d'avoir recruté quelqu'un qui est à même de prendre en charge des sujets de fond sur l'informatique interne. Ce à quoi ça a contribué pour nous aussi, c'est de redonner confiance au métier. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment de nous libérer aussi les mains et l'esprit et de nous redonner une piqûre de crédibilité auprès de l'entreprise dans son ensemble. On va partager un micro, je crois. Oui, donc du coup, on va revenir sur l'architecture. Le principe, c'était pas de jeter Drupal en soi. Le but, c'était de recréer un souffle nouveau et d'agilité pour pouvoir itérer. Donc le principe du métier journal, donc tout ce qui est back-office, toute la génération elle-même du journal, en fait, c'est un métier connu et qui fonctionne à peu près. Donc lui, pas terrible, mais bon, ça c'est un autre projet.
Là, on est vraiment sur les fondations. Donc, du coup, on encapsule le site existant qui fonctionne, enfin, qui a des bugs mais qui fonctionne. On l'encapsule. Et ce qui compte, c'est de recréer un front-end. Franchement, un nouveau front-end qui nous donne vraiment de l'agilité, où on peut itérer et avancer sur tout ce qui est modernité d'un site web, optimiser l'interaction des internautes, apporter de nouveaux médiums, etc. Donc ça, c'est vraiment le front. Et le problème, c'est que le front, dans un Drupal tout patché, ancien, où il y a 4 thèmes, c'est juste mais complètement immaintenable. Donc là, du coup, on redonne la main au front pour faire vraiment tout ce qu'il a envie et de faire vraiment, tiens les contenus, fais ce que tu veux, bouffe-les, affiche-les comme tu veux. Et en fait, il y a vraiment une notion d'agilité où vraiment il peut aller loin. Donc pour ça, on a toute une mécanique qui exporte les contenus de Drupal vers Elasticsearch. À terme, il y aura de nouveau d'autres backends, il n'y a pas que Drupal, vers Elasticsearch en contenu dénormalisé. Du coup, le front, il a juste à aller chercher dans Elasticsearch les contenus. C'est très rapide, les contenus sont accessibles directement. Enfin, on a à la fois la recherche. De toute manière, on avait déjà, avant un Solar, pour le moteur de recherche. Donc, on a juste changé la brique et utilisé différemment. Du coup, le front-end est tout léger et il fonctionne très bien. Pour tout ce qui est écriture, on écrit par RabbitMQ et des workers qui envoient directement dans Drupal et qui refait la boucle. Donc, si on veut aller plus loin, on a aussi un varnish devant qui a des caches ad vitam aeternam avec le back-end, un contenu est publié, automatiquement il remonte dans la chaîne qui est publiée dans l'Elasticsearch et qui purge le contenu dans Varnish avec des tags. Voilà. Il y a plein de conférences sur le sujet, c'est super intéressant. Au même titre, on a le cache dans Varnish, parce qu'il ne faut pas oublier que le site c'est 100% authentifié, enfin 98% authentifié, parce que le site est payant pour accéder au contenu. Du coup, Varnish, quand on est authentifié, il y a des cookies, puis on n'est pas vraiment à l'aise pour savoir quoi mettre en cache, parce qu'on ne sait pas si c'est sécurisé ou pas. Du coup, on a co-développé avec Easy Publish, et qui est maintenant accessible dans HTTP Cache Bundle, fausse HTTP Cache, ce qui s'appelle User Context Cache, qui permet de mettre en cache des contenus authentifiés avec une notion de token, de groupe, qui permet de dire vous êtes des visiteurs de type abonné, vous avez tous la même page. Et vraiment, c'est super performant. Et donc, du coup, on a vraiment une intégration tout événementielle qui fonctionne parfaitement avec tous les caches qui sont purgés au fur et à mesure. Donc, on est vraiment vraiment content de tout ça. Alors, juste pour rajouter un élément, donc effectivement, cette notion de cache authentifiée est très importante pour nous parce que c'est vraiment le fruit de notre business model et on estimait aussi pas normal que les gens qui payent aient des données moins rapidement que les gens qui ne payent pas. Donc ça a été aussi toute la démarche autour de tout ça. Pour revenir sur rapprocher pourquoi on a donné la main au front-end en fait. C'est tout simplement pour rapprocher le métier de l'agilité et permettre d'être beaucoup plus souple et apporter une vraie valeur ajoutée, une vraie dimension dans l'expression métier. Et donc voilà, c'est un peu la démarche autour de cette stack et de pouvoir vraiment travailler à terme sur valoriser les contenus, avoir les mains dessus, pouvoir travailler sur le design, sur la mise en forme et sur la donnée. Voilà. Alors, en parallèle de tout ce côté technique, on était donc deux en interne et avec Bastien en plus. Et on a profité donc de cette mise en jachère pour commencer à impulser des directions pour créer, redorer et travailler sur le fond de l'équipe technique. Il faut savoir qu'il y a des concepts de sémantique de base, mais nous, jusqu'à présent, on était la technique. Voilà. Maintenant, on parle plutôt de collectif technique. Alors, il y a un aspect très con et très, très sémantique, mais la sémantique, c'est important et ça contribue en plus à modifier la perception pour les métiers et pour les gens à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, voilà. Donc, on a choisi de parler de collectif technique déjà pour son étymologie. Donc c'est issu des verbes latins lego et ligo. Lego, c'est donc cueillir, recueillir et rassembler.
et Ligo s'est resserré et noué ensemble. Donc ça correspond vraiment tout à fait avec l'approche qu'on souhaitait mettre en place à terme dans la construction de l'équipe technique. Voilà. Donc, pour continuer de travailler sur le fond, sur la partie de l'équipe, on a 2 points aussi sur lesquels on a commencé à travailler. C'est les valeurs qu'on souhaitait défendre en tant que groupe technique et l'atmosphère de travail dans laquelle on souhaitait évoluer. Les valeurs partagées, typiquement, on n'avait rien avant, c'était un peu un vide collectif. Là, on avait envie de gens qui ont envie d'aller dans le même sens, qui ont envie de défendre le projet Mediapart. Faut savoir que Mediapart, on a quand même de la chance, c'est un projet qui crée une adhésion ou un rejet très franc. Donc, soit on est d'accord et on a envie de le défendre, soit on n'est pas d'accord et on se pose même pas la question, ou alors on peut même être un peu agressif. Mais le fait est que ça crée une adhésion. Et nous, on a envie que les gens on avait envie d'utiliser cette adhésion pour monter ce collectif, pour pouvoir être sûr de l'implication des gens dans le travail qu'ils vont faire à nos côtés au quotidien. Donc voilà, donc ça fait partie des valeurs partagées. Après, on a toujours rêvé de monter un collectif qui redonne à la communauté les fruits de son labeur, qui contribue intrinsèquement à partager son effort. Donc voilà, c'est un peu les valeurs autour desquelles on avait envie de travailler. En termes d'ambiance, à vrai dire, on n'est pas on est passé d'une structure de start-up à une structure de PME, donc on n'avait pas non plus envie de faire le côté start-up foufou déglingo. Donc on est plus parti sur une ambiance studieuse, essayer de la rendre agréable et en même temps d'avoir des pentes de folie de temps en temps, mais on met pas à disposition une piscine à boules pour nos développeurs, quoi. Voilà. Bah, c'est à l'image du journal en même temps. C'est ça. À ce moment-là, dans le projet, donc on découvre l'autre problème de l'informatique interne donc, qui nous use. Il y a un autre truc qui paraît évident, il n'y a pas de chef de projet. Donc en fait, comment ça s'est construit ? En fait, c'est Étienne qui prenait le rôle de métier. Il était intéressé vraiment par le journal. Donc du coup, il se dit, moi je suis intéressé, je vais gérer qu'est-ce qui se passe, je vais créer les tickets, etc. Sauf qu'en plus, il est intégrateur et maintenant il devient responsable technique. Donc là, on se retrouve... donc plus personne ne connaît vraiment le métier. Le code est relativement imbitable, enfin même carrément imbitable. Et en plus, il ne marche pas. Donc. Du coup, on va vraiment chercher... on perd beaucoup de temps à chercher le métier, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment notre métier. Donc là, pareil, nouvel recrutement, on embauche un chef de projet, ce qui paraît absolument logique, mais qui était contre donc, toute la culture de l'entreprise depuis le début, parce qu'il y avait vraiment un partage des tâches. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Mediapart s'est monté... c'est comme une roue libre qui entraîne dans son passage un ensemble de gens ou de compétences. Et chaque personne est tellement investie dans le projet que s'il y a un besoin, on y répond, même si on ne sait pas le faire. Ça, c'est accessoire, quoi. Voilà. Donc c'est une force et un inconvénient selon long terme. C'est une force et un inconvénient, tout à fait. La chance qu'on a eue, c'est aussi d'accompagner cette croissance. Et donc en accompagnant cette croissance, on peut se permettre de dire... Attendez, ça représente 3 métiers, c'est 3 compétences différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et on va embaucher des gens qui connaissent le boulot et qui sont là pour l'exécuter. Donc voilà. Donc la chance qu'on a eue, c'est de... Là où on a eu un peu de réticence, c'est que le métier de chef de projet n'était pas compris en interne. C'était d'ailleurs une des revendications des des développeurs qui ont quitté l'entreprise dans le début de l'histoire qu'on vous a raconté. Et donc devant l'insistance et la persévérance, on a réussi à faire basculer cette tendance et à exprimer le besoin réel qui a guidé notre embauche. Du coup,
on a récupéré de la visibilité sur le projet, du temps pour pouvoir travailler sur de l'intégration pour moi et sur de l'animation d'équipe par ailleurs. Et surtout, on a gagné encore plus de mise en confiance auprès des différents métiers parce qu'ils étaient beaucoup plus écoutés. Voilà, on répondait beaucoup plus rapidement à leurs demandes parce que on avait quelqu'un qui était là pour faire ce job. Donc, je voudrais rajouter une parenthèse aussi. Sur le principe, ça a paru bizarre sur le moment, que ce soit l'intégrateur qui prenne le lead sur le pôle technique. Et en fait, ça colle parfaitement avec la notion de valeur dont on parlait tout à l'heure. Kédiane était vraiment la personne qui était le plus motivée pour comprendre à la fois le fonctionnel et la technique. Donc en fait, c'est naturellement, il s'est retrouvé dans une position de leader pour vraiment exprimer, et gérer vraiment l'équipe parce qu'il est motivé par les deux côtés. Et ça, c'est très important. Le rôle de leader technique ne correspond pas du tout au meilleur développeur. Loin de là. Enfin, au pire, c'est même pire, parce que le meilleur développeur, s'il perd son temps à faire de la gestion, il va s'user lui-même. C'est contre-productif, parce qu'un bon développeur, il faut mieux qu'il s'éclate à coder, quoi. Et c'est une des raisons du départ, d'ailleurs, des deux personnes qui ont mal accepté le fait que l'intégrateur devienne chef. Donc, allez pas croire que tout est rose, parce qu'au final, bon, tout se passe. Le projet marche bien, tout fonctionne. Mais bon, on a mis beaucoup de temps à vraiment apprendre des erreurs, à apprendre, mettre même un chef de projet, recruter les personnes, c'est assez long. Bon, le chef de projet, ça allait vite. En fait, on a vraiment, paradoxalement, on avait tout mis sur la communication sur ce projet-là. On a vraiment dit, on a recréé une dynamique, etc. Et en fait, on a eu le problème un peu du complexe du super-héros, de se dire, on sent qu'on part un peu en vrille, retard, à se dire mais en fait ça je comprends pas tant que ça, et à creuser, à toujours découvrir des trucs qui te ralentissent, des nouvelles règles de gestion. En fait, vraiment c'était compliqué. Du coup on s'est dit c'est pas grave, on va apprendre sur nous et puis on va corriger, et puis ce soir je travaillerai plus, je vais y arriver. Sauf que Étienne a une fille, il a déménagé, je me suis marié, le boulot restait pas non plus la priorité. Donc du coup on allait vraiment s'user pour un truc où au final on n'a pas à s'user. On a réussi à trouver, à recruter d'autres personnes, faire que le projet avance, qu'on regagne la souffrance, etc. Pour du coup ne pas avoir à se s'user et pouvoir durer plus long terme. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, il y a voilà, ce côté tête dans le guidon où on redresse pas la tête, on prend pas de la hauteur, on manque de recul parfois. Et il y a le côté aussi... ça entraîne aussi un vrai problème de communication. Parce que la communication, c'est la clé de voûte qui va contribuer à valoriser, à mettre en place cet état de confiance mutuelle entre les équipes et les métiers. Et il est arrivé à des moments où on s'est rendu compte que petit à petit, on perdait la confiance et que ça grappillait un peu dans le sens inverse. Et du coup, on n'osait plus communiquer. On reproduisait le cercle vicieux qu'on essayait de retourner. Donc du coup, on va finir sur un tweet que j'ai vu il n'y a pas longtemps, hier je crois, d'Edgar Morin, qui a un CV absolument dingo, CNRS, résistant, plein de choses, qui dit qu'il croit qu'il n'y a que des solutions économiques et techniques aux problèmes humains. Là, du coup, c'était l'inverse. Il pensait c'était un problème technique alors que c'était un problème humain, et il cherchait à répondre par la technique pour dire on va mettre passer trop palcette. Non. Donc vraiment, c'est très important. Donc pour conclure, pour revenir sur l'introduction, donc je dis que c'était pas Drupal qui posait le problème, parce qu'en fait, je suis à peu près sûr que certaines personnes dans la salle, avec leur projet Symfony 2, si vous ne respectez pas à l'écoute des humains, à l'écoute du projet, même avec un Symfony 2 on peut faire du code propre, on peut aller droit dans le mur. Donc ça, c'est... Ce qui est vraiment important là-dedans, c'est de prendre du recul, c'est d'essayer de prendre de la distance et de faire avancer à la fois d'être attentif aux autres, d'être attentif aux gens, parce que c'est les gens qui font les projets, et de faire attention à ce que vraiment vous preniez du recul, vous leviez la tête et de ne pas s'embourber à l'intérieur d'un sable mouvant. N'hésitez pas à être lanceur d'alerte, comme Mediapart, pour essayer de faire changer les choses. Et alors le problème, c'est que si jamais vous n'y arrivez pas, faites comme le DSI qui n'arrivait pas lui-même à faire changer les choses parce que manque de confiance des deux côtés. Et en fait, c'est son départ qui a
qui a un peu provoqué le changement avec Étienne qui prend le lead et qui appelle quelqu'un. Et du coup, le fait de partir, ça crée. Et je suis sûr que lui, je sais qu'il est beaucoup plus heureux maintenant là où il est, alors que le poste de DSI de Mediapart est un très beau poste. C'est juste qu'il n'était plus à sa place, il a réussi à partir et à recréer un souffle nouveau. Donc du coup, pour conclure, il n'y a pas de projet sans technique, il n'y a pas de technique sans humain. Donc si vous voulez faire un vrai projet propre techniquement, n'investissez pas que dans la technique, mais vraiment investissez dans l'humain. Voilà. On recrute, sinon. Tous. Les deux. Tiens. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, question. Moi j'ai une question, parce que vous avez parlé Bonjour. que vous avez recréé, oui, bonjour d'abord, vous avez créé une nouvelle ambiance et vous avez essayé de mettre une nouvelle culture dans le groupe. Vous n'avez pas eu peur en engageant des nouvelles personnes de casser ça? Comment est-ce que vous avez géré toutes ces nouvelles personnes que vous êtes venus mettre dans quelque chose que vous essayez de recréer, parce que ça n'existait pas vraiment avant? Alors en fait, justement, c'est tout l'objet de la mise en jachère en fait. La mise en jachère qu'on décrivait tout à l'heure a duré environ 6 mois et je peux vous assurer que les autres métiers devenaient complètement dingues. À cette idée, quand nous on est arrivé et qu'on a mis sur la table, on n'embauche personne, on ne fait pas évoluer le projet parce que l'atmosphère est moisie et qu'il faut que la terre absorbe ce moisi pour pouvoir le restituer de la bonne manière derrière. Je peux vous assurer que c'était des situations qui étaient difficiles à faire entendre. Maintenant, une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on a estimé que suffisamment de temps était passé et qu'on avait un projet pour monter un collectif technique qui répondait et qui répondait à la fois à nos prérogatives et à la fois à ce qu'on avait envie de monter et de construire, on s'est senti très à l'aise pour recruter parce que tout simplement parce que notre discours était rodé et en entretien on voyait tout de suite si ça matchait, si ça matchait pas. Voilà, on a mis je sais plus, 6 mois à recruter un développeur après. Donc, avec pas mal d'entretiens, on travaille avec des recruteurs qui nous accompagnent sur les projets, par exemple Jeanne. Voilà, on a eu plusieurs allers-retours pour pouvoir peaufiner aussi et re-régler les types de candidats qu'on espérait trouver. Et voilà, et ça a créé aussi de la facilité de travailler avec les bonnes personnes dans ce sens-là. Merci. Je veux rajouter un point aussi, c'est que la partie plus difficile, c'est de recruter dans un contexte pas facile. Donc là, en encapsulant complètement la partie vraiment pas drôle du projet, via une API qui est plus ou moins propre à utiliser, du coup, c'est plus facile de recruter sur un projet intéressant, quoi. Enfin, tout propre, tout neuf, quasiment pas d'interaction avec l'ancien. Donc ça déjà, ça enlève une des grosses parties de compétences nécessaires. Parce qu'aller chercher quelqu'un qui fait du Symfony et du Drupal, donc maintenant avec Drupal 8 qui passe dans les deux, mais c'est pas vraiment la culture, quoi. Et puis c'est un Drupal 6, c'est pas sexy. Et puis encore une fois, autant on était empêtré dans un cercle vicieux avant, autant maintenant on sent qu'on a inversé cette tendance. Et qu'on est maintenant dans un cercle vertueux, dans un écosystème que je peux vous dire qu'on l'entretient et qu'on y veille au quotidien et qu'on essaye d'apporter aussi cet enthousiasme à contribuer à ce que chacun ait sa place à la fois pour s'exprimer et à la fois pour faire vraiment partie de ce collectif et s'éclater dans son taf, quoi. Salut. Est-ce que tu penses que les relatives difficultés économiques de ton entreprise n'ont pas paradoxalement aidé à faire cette transition? Parce que si tu avais été dans une société qui faisait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, tu n'aurais pas tellement eu de problème, tu aurais
t'aurais recruté plein de développeurs Drupal 6, ce genre de choses-là. Ouais, mais, il y a deux paradigmes à travers ce que tu dis qui peuvent se confronter aussi. C'est est-ce que la quantité va te permettre d'aller plus vite? Non, mais toi, tu le sais, mais ta direction, Oui, mais moi, mon rôle, c'est de lui faire entendre ce que je pense. Et donc, voilà. Là où on a de la chance, c'est qu'on, à force d'accompagnement sur les problématiques techniques, la direction est aussi capable d'entendre ce qu'on leur dit. Donc, il y a une certaine forme d'intelligence. Après, effectivement, là où tu as complètement raison, c'est que sur une multinationale où tu as des plateaux de, je sais pas combien de développeurs avec une hiérarchie très, très segmentée, très instituée, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a une hiérarchie qui est relativement horizontale. Donc, quand on parle de collectif, c'est aussi, moi je discute tous les jours avec l'équipe sur les directions qu'on a envie de donner à notre collectif, quoi. Et c'est voilà, ça tient. Pour nous, c'est le noyau du projet, c'est vraiment ça, quoi. Donc effectivement, on a cette chance d'avoir une équipe encore petite, mais je pense que c'est aussi possible d'amener ce changement-là en grandissant et dans la croissance. Mais il faut rester voilà, dans ce travail de prise de hauteur et essayer de faire attention aux besoins réels de l'entreprise pour pouvoir continuer à nourrir un écosystème qu'on a envie de préserver et en même temps répondre aux prérogatives de l'entreprise. Voilà. Il n'y a pas de petit chef, hein. Tu discutes directement avec Edu Plenel, qui est le grand boss, quoi. Enfin, c'est vrai que du coup, il y a une vraie intelligence dans la direction. C'est assez rare pour être noté. Donc, et typiquement, ajouter des développeurs, c'est ce qui a été fait depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté un développeur, ajouté un développeur, ajouté un développeur, et ils ont regardé, vu que ça marchait pas. Ça crée des bugs. Merci pour ce retour, déjà c'était super intéressant. J'ai une question, sachant que le monde de l'informatique est assez petit, est-ce que vous avez souffert d'une mauvaise réputation, du fait qu'il y a des développeurs qui soient partis, etc. Pas du tout. Non ? Pas du tout. D'accord. Non, à marketer Mediapart, c'est la société de rêve. Hein. Franchement... Juste pour répondre à cette question, parce que c'est vrai que c'était... Enfin, moi, ça m'a traversé l'esprit. Hein, déjà, moi, ça me bouffait littéralement de voir partir des gens. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on peut résoudre avec de la discussion, avec de la prise de recul. Et là, malheureusement, en fait, il y a une histoire qui s'installe aussi entre les gens et l'entreprise. Et il y a un passif qui se met en place. Et dans une relation à deux, il n'y a jamais un seul responsable. C'est toujours des torts partagés ou des bénéfices partagés. Et là, on était à un stade, en l'occurrence, où l'amélioration n'était vraiment pas possible. Parce que les gens n'étaient plus du tout enclins à voir qu'il y avait la possibilité que les choses évoluent de la bonne manière. Voilà. Ok, super. Et pour la petite histoire, vous êtes combien maintenant de développeurs ? Encore parler de ce côté un peu paradoxal chez Mediapart, qui est une entreprise un peu atypique, si on peut dire. Là, à l'heure actuelle, on est 6 dans l'équipe technique. On a 2 personnes à l'informatique interne. On a un chef de projet qui fait partie de l'équipe technique. On a 2 développeurs PHP, un développeur plutôt back-end et moi. C'est ça, oui. Et là, on embauche un deuxième chef de projet et un développeur Magento. Et aussi des développeurs symphoniques qu'on n'a pas encore trouvé, mais ça va venir. Voilà. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment souffert de mauvaises images suite au départ des développeurs. Et comme le projet, la mise en jachère a quand même bien permis à tous les esprits de se calmer, etc.
et, bon, enfin, pour en témoigner, ils sont ici, mais enfin, je pense pas qu'être nouveau développeur dans l'équipe soit un problème. Et même pour recruter, moi je me ferais bien recruter. Alors, et pour souligner un point important aussi, c'est l'importance de Joli Code à l'intérieur de cette transformation qui nous a accompagnés sur la transformation et qui nous accompagne encore au quotidien. Ce qui est vraiment important de voir, c'est le travail qui a été fait par les équipes de Joli Code, parce qu'on a quand même, on les a beaucoup sollicités. Pratiquement tout Joli Code est au moins passé une fois chez Mediapart. Et en fait, c'est vraiment un partenariat qu'on a mis en place. Pas un partenariat gratuit, hein, mais par contre, on a envie d'avancer ensemble, on a envie de faire les choses de la bonne manière, on a envie de construire en fait quelque chose. Et par exemple, enfin, moi, jamais j'aurais cru qu'un prestat nous accompagne sur un entretien d'embauche pour tester techniquement quelqu'un. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment une richesse. Voilà, ça dénote que on est dans un rapport de confiance avec eux, qu'on travaille main dans la main et que voilà. Donc merci à eux. Voilà. Du coup, on a une petite dernière question. Si on en haut, je suis là. Salut. Il est là. Coucou. Oui, si je comprends bien du coup votre présentation et le point où vous en êtes aujourd'hui, il vous reste un gros défi qui est la refonte de la partie back-office. Du coup, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la stratégie de refonte? Comment vous allez aborder ça avec le métier, avec les différentes équipes, etc. Quel découplage enfin... Alors, pour être complètement transparent, le projet qu'on vous décrit là sur le travail de la refonte front-end n'est pas encore en ligne. On travaille toujours dessus actuellement. On a des contraintes techniques sur un autre projet qui crée des dépendances avec celui-là. Donc on n'est pas encore tout à fait prêt pour être en production sur ce projet-là. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, bien qu'on y ait réfléchi et qu'on essaye de placer des réflexions autour de tout ce travail de refonte et de back-office, on s'y consacre pas réellement pleinement à l'heure actuelle. Maintenant, on a vraiment très hâte de passer cette étape-là, de passer à cette étape-là, pour être plus exact, parce que on est tous conscients en interne dans l'équipe que c'est le cœur du métier, que c'est ce qui va encore nous rapprocher des différents métiers et des prérogatives métiers auxquels on va devoir répondre. Et je pense ne pas me tromper en disant que c'est ce qui va nous permettre de travailler encore plus sereinement et plus profondément avec les différents métiers. Sinon, techniquement, on a 1 million d'idées, mais ça ne va pas commencer par là. Il va y avoir une grosse étude UX en amont pour vraiment étudier, changer la manière de contribuer du journal, qui est quand même pour l'instant assez pénible. Franchement, le problème n'est pas vraiment technique. On trouvera les solutions qui iront bien. Par contre, le problème du UX, le changement, etc., là, il y aura vraiment quelque chose à faire. Et l'avantage, c'est qu'il y a des journaux comme le Guardian, BBC, qui communiquent énormément sur ce sujet-là et qui sont vraiment des références phénoménales pour nous. Alors, à la fois, c'est des références phénoménales et en même temps, c'est relativement, pour le moment, inaccessible. Ça tient du rêve bleu, quoi. Donc, il faut être complètement honnête, hein, on n'a pas les moyens du Guardian. Je pense pas qu'on les atteigne très rapidement. Mais par contre, on a l'envie. On a vraiment l'envie à la fois d'apporter de la contribution, à la fois d'apporter des alternatives de valorisation à la fois de la donnée et à la fois des reportages qui sont issus du fruit de la rédaction et d'apporter des outils aux différents métiers. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure sur comment le découpage va être entrepris, je pense qu'on va faire énormément de POC.
Je pense qu'on va d'abord commencer par travailler sur de la séparation de petites brides de données qui n'ont pas nécessairement une grosse implication avec l'ensemble du schéma de base de données relationnelles et de nos données, et essayer d'itérer comme ça petit à petit, de porter des données petit à petit sur de nouveaux schémas, sur de nouvelles impulsions aussi en termes techniques. Pour se rendre compte, l'équipe technique du Guardian, il y a plus de personnes que toujours Mediapart, plus prestataires additionnés. On est vraiment tout petit. Voilà. Merci. Merci beaucoup.